Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cet outil donc, que l'on associe évidemment à la pleine lune. La pleine lune ici en Gémeaux, pour laquelle on a donc porté les messages il y a quelques jours, mais qui est également une ressource qui s'associe à la maison 3. Donc, la maison 3 est un sens de direction qui est beaucoup plus évidemment ici individuel. Et donc vous pourriez, au-delà du passage collectif en pleine lune, ressentir le besoin d'utiliser cet outil à une autre occasion, lorsque peut-être vous serez en train de visiter cette zone dans votre propre cycle ici de développement. Donc chaque outil lunaire a une fonction. Ici donc on est dans une playlist particulière qu'on a conçue ici en 2025 avec Stéma pour répondre justement à ce double mécanisme que représentent les archétypes astrologiques et les positions plus, on va dire, c'est différent d'un archétype, une maison. C'est vraiment ici des postures, des attitudes, une façon d'orienter son énergie. Donc ce double mécanisme, on touche bientôt à la fin de la playlist. Et ce point 3, on va le voir, est particulièrement évidemment ici important, parce qu'il est un point de conciliation dans notre zone physique. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour pouvoir être vraiment dans cette énergie d'incarnation de votre énergie. Donc un moment important au moment de sa publication, mais un moment important tout court ici dans un parcours, et c'est pour ça que on va vous inviter évidemment ici, si vous choisissez de faire la séance, de prendre des notes, parce qu'ici on a la possibilité avec cet outil de vraiment connecter deux points ici à l'intérieur de nous. Alors ça peut être le visible et l'invisible, ça peut être ici le corps et l'âme, une fois réunis avec la conscience, mais ça peut être beaucoup plus physico-physique, sortir vraiment ici d'une forme de dualité. Donc c'est un outil qu'on va vous encourager ici à utiliser à chaque fois que se posera une question autour du mécanisme des choix. Quand on ne sait pas ici comment s'orienter, eh bien il faut revenir au silence et donc venir laisser quelque chose s'exprimer qui n'a pas l'espace dans le bruit plus extérieur du monde dans lequel évidemment ici on est plongé. Donc une clé importante de développement, toutes les maisons et tout ce qu'on a visité est important, mais ici c'est une clé d'orientation, c'est une clé de nouvelle direction. Et donc, eh bien, il y a ces moments dans l'existence, pour que cela s'appelle la vie, où il faut savoir créer ici des virages. Donc, c'est ce qu'on va s'attacher ici à faire ensemble. Alors, vous me direz, vaste programme, oui, en effet, vaste programme qui va donc s'articuler en termes de séances de la même manière que d'habitude. Je vais garder celles et ceux qui souhaitent être accompagnés dans la première étape, qui est la relaxation, poser le souffle, poser l'énergie. Et malgré l'importance de l'outil, ne pas ici justement trop impulser quelque chose d'extrêmement mental, donc vraiment se laisser porter. Et puis ensuite, effectivement, on va avoir le message. Donc vous pouvez aller directement sur la partie relaxation, pour celles et ceux qui ont l'habitude et qui le souhaitent. Vous pouvez rester avec moi pour les autres, ou vous pouvez, notamment si vous souhaitez réutiliser l'outil, vous pouvez aller directement dans le message. Donc, le message sera assorti ici d'une vignette. Cette vignette porte une vibration. Elle permet ici de justement débloquer aussi peut-être des zones inconscientes à l'intérieur de nous. Ça facilite la concentration. Si on est concentré sur une image et sur sa respiration, eh bien, on ne met pas justement ici le mental au flux d'informations. Et on laisse les choses circuler, les informations circuler, et donc les informations que l'on cherche se révéler, sans les influencer. C'est vraiment ça l'idée. Que vous dire d'autre avant de passer à la relaxation? Donc, toujours le même principe, vous pouvez partager votre expérience. Vous pouvez commenter, on vous répondra bien sûr, mais vous pouvez aussi répondre les uns avec les autres. Et puis, le dynamisme évidemment des vidéos par les likes et les partages ou les commentaires, eh bien, ça permet ici à l'algorithme de diffuser ces informations à l'extérieur de cette communauté qui d'ores et déjà travaille avec nous et donc peut évidemment ici être une corde qui est proposée à une personne qui pourrait ici en avoir la nécessité. Allez,
Je vous propose ici d'adapter les timers en fonction de vos choix. Et moi, je vais rester avec celles et ceux ici qui souhaitent, en tout cas qui désirent poursuivre la préparation de la relaxation avec mon soutien. Donc, pour pouvoir réaliser la séance, eh bien, écoutez, c'est simple en réalité. Il faut se mettre en place ici des conditions, disons, favorables, c'est-à-dire s'assurer que pendant la séance, on ne va pas être dérangé, qu'on va avoir un petit temps de récupération. Donc on a un timer ici sous les yeux, on voit combien de temps dure la vidéo, et donc on s'assure d'avoir le temps. C'est-à-dire que lorsque la séance va se terminer, il faut que l'on puisse ici prendre des notes. Donc redescendre aussi, c'est-à-dire que les séances, quand elles sont un peu longues, on a une détente qui est un peu plus profonde, et donc il faut quand même revenir dans le corps, prendre le temps ici de le faire. Et puis, il faut se mettre dans une position confortable parce que effectivement, lorsque on va entrer dans le message, il faudra s'appuyer ici sur l'image. Alors, pendant le message, pendant la relaxation, il peut y avoir un choix, mais il faut quand même tenir ici une séance où on a accès ici à un écran qui peut être utilisé en face de soi. Pour le reste, ce qui est important, c'est d'évacuer toute forme de questions ici, par rapport à la sécurité, est-ce que je suis en sécurité parce que je vais entrer en contact avec de l'énergie? La réponse sera toujours oui. Il n'y a pas de difficulté ici autour de ça. Ici, on ne va pas chercher quelque chose qui porte dans le sens le plus ésotérique. On est en connexion avec soi. Et en fait, cette connexion, c'est la plus sécurisée. La sécurisation, elle est un petit peu particulière lorsque l'on souhaite ici entrer au contact d'énergies dites extérieures, donc qui ne sont pas vous-même en fait, tout simplement. Mais donc ici effectivement, on va simplement se placer dans son énergie. On va placer la respiration. Et pour ceux qui ont besoin quand même ici d'une sécurité dite supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une crainte autour de ça, vous avez des vidéos dans la playlist méditative. Vous allez tout en bas de la playlist. Les premières fois qu'on a accompagné ici des lunaisons, on a travaillé justement ici le nettoyage de l'énergie au préalable des séances, bien s'ancrer dans son axe, bien se connecter ici avec soi-même pour justement ne pas être en contact avec des choses qui ne nous concernent pas. Mais maintenant, on va dire que c'est la 11e fois qu'on propose ici cet outil, donc majoritairement, pas de panique, tout va bien. Donc ici, on va juste placer notre respiration. L'idée, c'est de ne pas se concentrer. Cet outil est important, oui, mais pas de concentration dans le sens mental. Laissez au contraire de l'espace. Tout est toujours très bien fait à l'intérieur de soi. Donc, les informations, elles émergent lorsque, effectivement, on est capable, en capacité, disposé à saisir quelque chose. Si cette séance n'apporte en théorie rien, ou en tout cas si on ne ressent rien, il n'y a pas d'inquiétude ici à avoir. On ne ressent pas les séances d'une même manière aussi. Donc, il y a des séances où c'est plus propice à la transmission que d'autres. On a à l'intérieur de soi des zones qui sont parfois bloquées. Et l'axe 3-9 est un axe particulièrement délicat. Donc, est-ce qu'on a la capacité à saisir cette énergie dans son ensemble, donc à ressentir vraiment quelque chose circuler à l'intérieur de nous, de manière à ce qu'il y ait une forme de conviction que l'on se forge? Pas forcément. Si vous êtes dans un passage où justement vous devez sortir des certitudes, il n'y en aura pas. Si vous êtes dans un passage où au contraire vous devez délaisser vos croyances, il y a quelque chose ici qui va faire sauter une forme de vérité. Donc ça paraîtra contre-intuitif. Ça ne veut pas dire que l'information n'est pas présente. Ça veut simplement dire que notre manière de chercher ici ces certitudes ou ces croyances a besoin de sauter, en fait, a besoin d'être réinitialisée, reprogrammée. On a besoin ici que le corps identifie très différemment l'information de manière plus ancrée, si on voulait le concevoir de cette manière-là. Donc, moins de sensations et plus de confiance, peut-être. C'est-à-dire être plus dans l'expression de sa volonté et être plus dans son corps qu'effectivement dans une zone plus imaginaire, ou être plus justement dans quelque chose d'ouvert, donc une forme ici de plus grande ouverture, comme si notre vision s'élargissait,
comme si on se sentait plus capable, sans identification de l'endroit où cela vient. Et donc parfois ça prend du temps à se déployer de cette manière-là. Donc il faut ici évidemment faire confiance au processus. C'est aussi l'énergie ici du Sagittaire dans lequel cette pleine lune se place et dans lequel, de façon originelle, cette maison, elle communique ici avec la maison neuve du Sagittaire. Donc il y a une idée de, quelque part, se sentir disposé et ouvert à changer un angle de vue et en même temps comprendre que cet angle de vue ne va pas changer d'une même manière que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et donc, il y a différentes manières de se parler à soi. Il y a différentes manières de s'exprimer, de communiquer ici avec soi. Et peut-être allez-vous en découvrir une nouvelle. Et ça, c'est simplement de la découverte, dans le fond. Donc, ça ne remet pas toujours en question ce qui a été fait au préalable, mais les possibilités sont multiples. On est dans les Gémeaux, multiples possibilités. La croissance a de multiples leviers. Et peut-être êtes-vous ici disposé à percevoir, à vivre, à ressentir, à saisir une nouvelle forme, tout simplement. Donc vous posez votre respiration, vous utilisez, si vous le souhaitez, l'image. On est dans ici un classique, image zen, quelque chose qui apaise, qui permet quand même de centrer son attention avec une flamme ici au milieu. Ça aide à ce que le regard soit dirigé quelque part sur l'image et donc qu'on puisse vraiment se concentrer davantage sur sa respiration. Ça ne crée pas de distraction en fait, et ça c'est important, on va en parler dans le message. Le sujet le plus délicat de nos existences, c'est la distraction. Donc ici vous pouvez utiliser justement pour bien vous centrer et bien vous sortir de cet effet très distrayant que parfois d'ailleurs aussi peut avoir une méditation, mais qui finalement n'est qu'un moyen de communication ici avec vous-même. En tout cas c'est ce que cela permet de faire. On peut avoir des méditations très distrayantes, mais ici on est dans un outil, une ressource, donc on cherche un point de communication puissant ici avec soi, et donc on se place simplement ici dans les conditions pour que cela puisse s'opérer. Je vous laisse donc ici quelques minutes, je vous reprends ensuite pour le message.
Alors l'image vient effectivement ici de changer sur vos écrans. Donc vous avez la possibilité de la regarder, de fixer votre attention au centre pour écouter ce message et peut-être pour ici utiliser la relaxation. Donc ça va être suivi évidemment ici d'une musique, ou vous pouvez voilà, fermer les yeux, vous imprégner du message et utiliser l'image seulement dans la dernière partie de la vidéo. Ici, c'est votre choix, c'est vous qui voyez comment les choses ont besoin d'être mises en place. Donc on travaille la maison 3, on travaille la pleine lune bien sûr ici en Gémeaux, mais on travaille surtout le mécanisme des maisons. Et donc la maison 3, c'est la maison du juge. Donc c'est la maison dans laquelle ici, il a une forme de représentation extérieure. On joue un rôle en maison 3. Donc peu importe l'endroit où elle se loge, lorsqu'elle est alignée ici avec l'énergie des Gémeaux, c'est un rôle très amplifié dans le sens ici des interactions. On est le héros de la pièce et c'est ce qui permet évidemment ici d'amplifier au-delà de la maison. L'énergie des Gémeaux, c'est une énergie où on est vraiment comme dans une pièce de théâtre en fait. Et donc notamment quand on a des positions qui sont renforcées en Gémeaux, ce sont des très beaux jeux d'acteurs. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Ça c'est la vraie question. Mais ce renforcement, s'il est pleinement aligné, n'est qu'une amplification de ce qui se passe ici dans la maison 3. Parce que dans la maison 3, on doit arbitrer, en fait, c'est vraiment sa fonction. On doit se positionner dans un sens très moral. La maison 3 est la maison des devoirs. Pour pouvoir comprendre la différence, évidemment, et donc concilier finalement, parce que c'est ce que l'on cherche ici à faire, il est important de comprendre comment revenir ici à une forme de neutralité. Et ça, c'est l'ermite qui nous aide, donc c'est la maison 9. Parce que l'ermite, c'est l'énergie qui plonge dans le silence. Et donc l'ermite ne renonce pas au monde ou ne renonce pas à ce qu'il est. Il ne s'isole pas, en fait, en réalité. Il montre comment se détacher en utilisant ce que l'on va appeler ici la solitude, car c'est dans cet état, finalement, ici, dès lors que l'on se sent disposé à apprivoiser son silence, que l'on comprend la valeur de l'intimité que l'on partage avec nous-mêmes et donc la valeur de l'intimité que l'on peut adresser ici dans nos interactions. Lorsque l'on n'a pas apprivoisé cet angle-là, eh bien effectivement, on va concevoir nos interactions d'une certaine manière, beaucoup moins consciente en fait, et beaucoup plus justement dans cet effet, c'est pour ça que je référais au théâtre, beaucoup plus dans cette emprise que crée la réalité et sa relativité dans l'œil ici de notre regard. En fait, c'est par effet ici de compréhension du monde avec les yeux et pas avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de distraction. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous. C'était peut-être moins vrai à certaines époques. Cette époque moderne est particulièrement renforcée de distraction. Il y a énormément de divertissement. D'ailleurs, on est fort porté ici par un besoin de loisir, besoin ici de s'occuper. Comptez le nombre de fois où vous arrivez à rester complètement dans le silence. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'écran tout court, pas d'ordinateur, pas de conversation, pas de livre, pas de musique, aucune activité, rien, juste repos. À l'exception de la nuit, et donc la nuit se réalise, c'est un épisode de nos 24 heures qui se réalise de façon inconsciente. C'est le moment où on lâche tout. Regardez le nombre de fois où vous êtes réellement dans le silence, où vous vous laissez l'opportunité, en tout cas ici, de l'être dans vos vies. Et à quel point le flux d'informations nourrit de façon directe comme indirecte. C'est-à-dire que quand bien même on a le sentiment de connaître la solitude parce que l'on vit seul, par exemple, sommes-nous réellement seuls? Quand on utilise le son de la télé pour masquer cette solitude, profitons-nous réellement de cette solitude? On pourrait dire, est-ce que c'est réellement profiter lorsque l'on est seul? Tout dépend comment vous le concevez, parce que ici, effectivement,
ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique et ça peut être un instant très court parce que justement on se recentre sur soi. Donc c'est pas quelque chose qui a pour objectif de perdurer dans le temps, en théorie, sauf si on en a fait un devoir. C'est-à-dire que si je considère que j'ai tellement souffert, que le monde est tellement bruyant, complexe, douloureux, que finalement il ne me mérite pas, et là évidemment vous comprendrez les faits avec le juge, eh bien je m'impose une solitude. Et c'est différent de s'imposer une solitude que de choisir d'utiliser la solitude comme un outil. Donc on influence évidemment ici inconsciemment par nos actions, par nos réactions, par nos pensées. On influence le monde et réciproquement. Et toute cette zone où en fait on ne sait plus pas, où ça devient même quelque chose qui est juste improbable. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont considérer que c'est juste impossible en fait d'être dans le silence. Et c'est impossible d'aimer le silence. C'est impossible de se ressourcer peut-être ici en silence. Eh bien, vont augmenter en fait ici ces zones potentiellement d'égarement. Et on s'oublie en fait ici autour de ça. Si on est toujours porté dans l'interaction extérieure, donc encore une fois directe comme indirecte, on n'a plus le temps, on n'a plus l'espace en fait ici pour s'écouter. On n'a plus cet espace de réflexion purement individuelle. On a une réflexion qui est toujours stimulée, et que ce soit par le regard ou que ce soit d'ailleurs ici par l'écoute. Donc on va avoir tendance ici à adresser les choses différemment, y compris d'ailleurs dans nos interactions avec les autres, parce que nos réactions, elles ne vont plus être les nôtres en fait, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment. Elles sont ici sous influence aussi de tout ce que l'on aura absorbé. Et donc, elles vont davantage s'adresser dans des besoins. J'ai forgé ici une façon de concevoir le monde lorsqu'effectivement je me suis beaucoup plongée à l'extérieur en tant qu'individu. Je me suis associée en fait ici au monde. C'est ce qui se passe. On s'associe. Et c'est comme ça qu'on perd notre propre contribution. Et ça commence très très tôt. Ça commence vraiment dans le stade de développement de l'enfant. Que l'on surstimule. D'ailleurs, aujourd'hui, on surstimule beaucoup nos enfants. On ne les laisse pas inactifs. On ne les laisse pas s'ennuyer. Et le fait qu'ils ne s'ennuient pas, bon, nous, après, en tant qu'adultes, on a appris à ne pas s'ennuyer non plus. C'est-à-dire que si ce n'est pas un réflexe au départ, ou si on ne voit pas le côté bénéfique de l'ennui, eh bien, effectivement, on n'a plus de capacité à développer notre propre façon de concevoir le monde. Ce que laisse l'ennui faire à un enfant ou un adulte, d'ailleurs, ça laisse un espace pour la créativité, ça laisse un espace d'imagination. Et donc, ça laisse un espace à l'intelligence pour venir animer quelque chose à l'intérieur de nous. Lorsqu'il n'y a aucun espace pour s'ennuyer, eh bien, il n'y a plus d'espace pour être avec soi. Alors, bien sûr, quand on progresse, on recrée peut-être ici ces espaces, mais quoique. Quand je vous dis quoique, c'est parce que lorsque l'on trouve ici un espace de silence, on l'utilise pour s'interroger à partir de soi. On n'est pas en train de s'ennuyer dans ces moments-là. On est en train d'être dans l'effort. On est en train de travailler sur soi. Donc, on a simplement retourné le divertissement extérieur vers quelque chose de plus intérieur, mais il n'y a pas d'espace au vide. Juste plus rien. C'est très difficile de ne pas penser, mais c'est possible, c'est juste que ça demande à peu près autant d'apprentissage que tout le reste. Et c'est ce que cette maison 3 vient nous rappeler. Parce que tant que l'on n'est pas justement dans le retour de cette partie plus primaire, eh bien on est sous influence. On est sous influence de l'extérieur et par effet ricochet, on est aussi sous influence de nous-mêmes, mais dans le sens ici de notre zone cérébrale. Donc des sentiments, des interprétations, des associations ici que l'on a créées, des conclusions que l'on a tirées. Et donc, le problème ne sont plus, les problèmes, je vais même le mettre au pluriel, ne sont plus les événements de nos vies, ce sont les déductions que nous en avons faites. Et quel que soit de suite, c'est là où il faut élargir, c'est quel que soit le domaine.
C'est-à-dire que l'on a conçu l'ensemble d'un monde dans lequel tout est expliqué ou explicable. Donc il n'y a plus de place ici à aucune autre possibilité que ce qui est connu. Et donc on ne peut pas s'échapper en fait ici de ça, parce que on trouvera toujours une raison à tout ou une vérité. Donc quelque chose qui va relever de la certitude ou quelque chose qui va ici relever de la seule possibilité, parce que c'est la vérité. Alors qu'entre les deux, il devrait y avoir au contraire le plus grand des espaces, parce qu'autrement on ne peut pas inventer. Et donc on ne fait que recréer en ayant l'impression que c'est nouveau, alors que finalement ce n'est que de l'ancien qui se recycle. Et comme finalement rien ne se perd et tout se recycle, vous comprenez que l'on tourne en rond. Ça vaut évidemment pour tout ce que l'on fait. Et c'est particulièrement significatif dans nos relations. Lorsque l'on souffre dans nos relations, l'effet en général automatique, c'est que l'on va exiger plus. Si par exemple, on se sépare de quelqu'un avec lequel on a souffert, on va monter notre niveau d'exigence. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Donc, je monte mon niveau d'exigence. Je rajoute des critères. C'est déjà difficile ici de pouvoir trouver une personne complémentaire. Et en fait, ici, quand c'est comme ça, on ne le regarde pas de façon complète. Parce que finalement, la complémentarité n'aurait pas créé ici ce genre de difficulté. Donc, ça ne sert à rien de rajouter ici une exigence. Ça n'aboutira pas mieux. On aura l'impression de recréer une relation basée sur des éléments beaucoup plus factuels, beaucoup plus conscients. C'est en tout cas un point de vue, mais c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Parce que, dans le fond, on a juste ajouté des nouveaux critères. Et les nouveaux critères ne tiennent pas compte ici, peut-être de la validité, et donc de ce que l'on a validé dans la série précédente, donc les critères précédents. Et donc on continue à se forger ici des opinions, des certitudes, et donc d'établir des vérités à partir de quelque chose que l'on n'a pas revisité. Et donc on va amplifier évidemment ici notre exigence relationnelle, mais sans trier en fait ici et différencier, puisque c'est ça la clé, différencier nos besoins et la nécessité. Ce sont 2 concepts évidemment ici très différents. Donc on continue bien sûr ici à accumuler et on exigera toujours davantage. La question n'est pas là. On voudra toujours plus avec ce mode de fonctionnement-là. On aura toujours l'impression de mériter plus, parce que dans la conception ici du juge, donc maison 3, eh bien on tranche à partir des infractions. Donc à partir ici de quelque chose qui a été édicté, et c'est dedans ou c'est dehors, c'est bien ou c'est mal. Donc vous comprenez ici évidemment que l'on ne fait qu'alimenter de la dualité. Donc il y a de la dualité qui est facile à voir, et puis il y a celle qui est un peu plus délicate. Mais en fait, mécaniquement, on a du mal à être en position complètement neutre, surtout lorsque ça nous touche au plus près. Parce que, effectivement, nous sommes d'ici d'une nature particulièrement sociable, et donc on interagit naturellement en fait au départ avec les autres. Reprenez encore ici l'exemple de l'enfant, vous verrez à quel point les enfants ont une facilité ici à communiquer les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'apprécient. Ils ont une capacité à coopérer ensemble. Et si vous posez la question à un enfant, il va effectivement coopérer à un instant T, mais il a une multitude de copains et de copines. Il n'est pas en train de s'attacher ici particulièrement à quelqu'un. C'est pas avec cet extérieur qu'il se sent ici dans l'amour et dans sa sécurité. C'est avec papa et maman. Donc c'est pas tout à fait ici la même chose. Il a son petit monde, ce qu'il crée et qui est au plus proche ici de lui. Donc ses parents et puis évidemment ici sa fratrie. Ça peut être un petit peu plus élargi, il peut y avoir papy, mamie, tonton, tata, mais c'est un petit monde qu'il conçoit, et d'ailleurs il n'est pas forcément ici en lien avec l'ensemble de sa famille, ça se voit en fait, l'enfant ne réagit pas toujours pareil, il est plus instinctif autour de ça, et donc eh bien il va avoir ses préférences.
Mais ces préférences, elles ne se basent pas ici sur des choses, quand vous l'interrogez, ça ne se base pas sur des faits, en fait. Et ça ne se base pas non plus d'ailleurs sur des vérités. Ça se base plutôt sur ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, il évalue ça par le prisme de ce qu'il partage. Donc, vous comprenez la différence ici. Donc, il n'est pas en train de juger, il est en train d'évaluer. Et évaluer et juger, ce sont aussi deux notions différentes. Donc, lorsqu'effectivement, on ne distingue pas ici cet ensemble dans nos relations, on va spontanément aller exiger des choses. Donc on va sortir un peu du côté ici possiblement du haut dans le sens plus affectif. Mais il y a toujours cette notion de contrepartie. Quand on est en contribution, on va chercher de façon assez automatique la contrepartie. Donc si je fais quelque chose, j'exige en retour. À partir du moment où j'interagis, c'est parce qu'il y a un besoin. Et donc, j'attends ici une contribution. Et si cette contribution n'a pas lieu, si effectivement j'estime que mon besoin n'est pas satisfait, ou y compris si c'est au milieu, hein, mais tout va dépendre aussi de la manière dont ce besoin est apprécié dans l'angle ici des personnes qui y contribuent. On n'a pas tous la même appréciation autour de ces besoins. Eh bien, ici, on a potentiellement toujours un conflit qui couve, en fait, parce que selon notre niveau d'exigence, on ne va pas attendre ici la même chose. Mais on est bien de fait ici dans un mécanisme en donner-recevoir. Je pense que vous l'avez compris. La difficulté, elle vient du fait que dans ces moments-là, on est dans le devoir et pas dans la nécessité. On est donc dans l'obligation à l'égard de ce qu'il faut ou ne pas faire. Alors on est dans la moralité et pas dans autre chose. Donc on est dans une interprétation ici de la réalité et qui est nécessairement relative. Alors que la nécessité, quand quelque chose est nécessaire, il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui est nécessaire doit être, tout simplement. Ça existe. Si c'est nécessaire, c'est parce que c'est incontournable. Lorsque l'on doit faire ou ne pas faire, ici on est dans une position binaire. Donc on peut choisir de faire ou décider de ne pas faire. Lorsque c'est nécessaire, c'est essentiel. Le choix s'impose ici par la nature même de la nécessité. Les devoirs peuvent être évidemment communs, donc issus de règles collectives, applicables au sein ici d'une communauté en particulier, une entreprise, une association, plus largement un pays, et plus petit, à échelle plus petite, une famille. En fait, ici, il y a des devoirs communs. En tout cas, c'est ce que l'on met en place dans le cadre d'un modèle. Et ici, ces règles dites collectives, elles s'appuient sur quelque chose, d'une part de relatif, mais d'autre part, bien sûr, elles s'appuient sur de la dualité. À partir du moment où on estime, par exemple, que dans une famille, il y a des règles collectives et des devoirs communs, on crée les conditions, ici, potentiellement d'un conflit qui couvra. Et je pense que si vous observez le modèle familial, il y a toujours des conflits dans une famille. On ne voit pas ici quelque chose qui est 100% harmonieux. En tout cas, je ne connais pas de famille où il n'y a absolument aucune tension. C'est impossible. Alors, vous allez me dire, oui, mais ces règles, il faut qu'elles existent. C'est la question qu'il va falloir vous adresser, en fait. Il va falloir ici vous adresser justement la question des règles, la question des devoirs, la question de la partie collective et commune et la partie propre. Donc, on a des devoirs communs, mais on peut avoir des devoirs propres, des règles qui sont collectives et donc des règles ici que l'on s'impose de façon individuelle. Cet ensemble n'existe que par étiquette. Ce qui vit, donc au sens de vivre, et donc ici, ça existe par étiquette, donc comprenez existence. Ce qui vit est régi par une intelligence qui s'ordonne d'elle-même. Lorsque c'est essentiel, la question ne se pose pas. Ça s'ordonne de soi-même, en fait. Et donc ici, se marque vraiment une différence. Si on souhaite vivre de façon harmonieuse, on doit s'orienter vers une vie qui se régit par l'intelligence qui s'ordonne par elle-même. Si on souhaite composer
dans une existence, eh bien le tout va nécessiter des étiquettes. Il va falloir nommer les choses, donner des rôles, structurer, ordonner par la pensée, pas par l'intelligence en fait, puisque celle-ci s'ordonnera toujours par elle-même. Le devoir, c'est une contribution que l'on choisit, même si on pourrait se dire qu'il y a des choses que l'on ne choisit pas, notamment si on pense aux règles collectives. Dans les règles collectives, on va se dire, bah non, ça ici, je ne le choisis pas. Oui, mais parce que c'est le principe même du devoir, et ça vaut pour vos règles individuelles. C'est une contribution choisie, même si ça se fait inconsciemment. Ça peut se faire le malgré nous conscient, mais inconsciemment, à partir du moment où on se place à un endroit, on est régi par des règles, collectives ou individuelles. Et donc, eh bien, il ne s'agit pas de les ignorer, mais il s'agit de voir quelle est la correspondance ici. Et donc, il faut redéfinir aussi ce fameux tout par étiquette, sa différence avec la vie qui s'ordonne par elle-même. Et il faut voir ce que l'on se sent capable ici de produire. En fait, quelle est notre contribution? Qu'est-ce que l'on souhaite ici vivre? Quelle existence on accepte de mener consciemment? Et de regarder quel en est le prix, parce que le fait d'être dans une existence a un prix. En fait, ce n'est absolument pas neutre. On est obligé de passer ici par une forme de dualité. Ça implique d'être dans le devoir si on est dans la collectivité. Ça implique d'être dans le devoir pour toute forme de collectivité que l'on crée, de la plus petite à la plus grande dans laquelle on s'insère. Et donc, il y a quelque chose ici dont il faut évidemment prendre conscience. Si on souhaite, si on désire changer ici notre façon d'agir, de réagir, si ça ne nous correspond pas, si à la fameuse question « Quel cœur êtes-vous » j'ai envie d'être un cœur libre et libéré, ça sera une forme opposée que d'être dans le devoir. Et donc la liberté ne peut être qu'entière ou elle n'est pas. Donc il y a évidemment tout un mécanisme dans lequel ici il faut se rendre compte des choses, c'est quelque chose d'important, sur lequel il va vous falloir méditer au cours ici de cette séance. Et puis pour mieux comprendre votre maison 3 et donc ce qui s'imprime ici inconsciemment, ce qui vous retient, l'endroit où se crée la barrière, elle est dépendante de l'archétype ici. Donc évidemment, si vous êtes avec une maison 3 en Gémeaux, vous n'envisagez pas de prime abord de vivre ici à l'extérieur de la société. C'est tout bonnement impossible et ça ne fait même pas partie de votre programme. Ce n'est pas le sujet. On ne prend pas une forme inversée. L'ermite n'a pas renoncé au monde. Il apprend simplement ici à se détacher. Il embrasse une forme de solitude temporaire, nécessaire, c'est une nécessité pour apprivoiser son propre silence et savoir comment manœuvrer avec l'énergie des autres, comment changer le sens de son interaction qui est devenue tellement inconsciente qu'il a besoin de reprendre du souffle. Et à ce moment-là, oui, le retrait est salutaire. Et le retrait devient évidemment une nécessité. Parce que vouloir impérativement que nos besoins soient adressés sans même en comprendre la nature et l'origine pose un problème en fait ici dans nos interactions. Il génère de la souffrance, il nuit à notre communication. On a des actions et des réactions d'une personne que l'on ne connaît pas en fait profondément. On sent qu'il y a un écart quand même avec ce que nous sommes. Et donc que notre contribution n'a absolument pas le sens que l'on désire. Donc il y a une prise de conscience à faire autour de ça. Alors après, selon l'endroit où elle se trouve, regardez bien sûr ici le défi. On a quasiment couvert l'ensemble des processus à l'exception ici du Capricorne au moment où on publie la vidéo, mais comme vous allez le réutiliser, vous aurez dans les mains l'ensemble ici des processus. Cependant, regardez avec justesse, c'est-à-dire que tant que cette maison n'est pas clairement délimitée, c'est-à-dire que chaque archétype n'a pas retrouvé l'expérience originelle dans sa propre maison, et majoritairement les maisons au départ se divisent, il y a du contre-courant. Donc on peut passer complètement évidemment ici à côté du défi, parce que ça nécessite bien sûr ici une forme de maturité. On ne distingue pas au départ ces zones. On doit pouvoir agir avec instinct
Et donc pour ça, il faut évacuer l'ensemble des besoins pour revenir à ce qui est essentiel. Et tant qu'effectivement on est dans quelque chose qui n'est pas essentiel et que notre zone cérébrale nous joue des tours, finalement parce que c'est par système de projection, et donc nous crée ici une zone dans laquelle un besoin, ça peut devenir extrêmement obsessionnel. J'ai besoin de réponses, c'est extrêmement obsessionnel. J'ai besoin de comprendre pourquoi telle ou telle personne a quitté ma vie. J'ai besoin de comprendre pourquoi je me sens appelée à faire telle ou telle chose. J'ai besoin d'être certain que si j'enclenche cette action, je vais gagner quelque chose. Ça, si ça ne s'est pas évacué, on ne peut pas revenir à l'essentiel. Parce que on a un esprit qui est complètement mobilisé ici sur ses besoins. Et tant que l'ensemble des besoins ne sont pas évacués, on adresse des problèmes. Et donc on n'adresse pas ici la mutation. On a besoin de résoudre des équations. Et donc on ne fait plus ici confiance à la vie. On ne peut pas se plonger dans l'amour. Et ça ne fait pas de nous des bonnes ou des mauvaises personnes, ça fait des personnes qui progressent, qui sont en croissance, sur lequel ici, quand il y a des zones plateaux, des besoins non répondus, on stagne en fait. Et donc, on auto-alimente bien sûr quelque chose qui a besoin d'être évacué jusqu'à ce qu'on soit disposé à pouvoir résoudre l'équation. Mais arrive un moment où il n'y a plus d'équation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand la connaissance de soi elle est profonde, on est prêt justement ici à passer dans la partie plus instinctive. Et donc, conduire ici, se conduire soi, j'entends, sa contribution dans le monde, il y a cet instant où on est prêt à passer le cap pour qu'elle devienne à peu près aussi instinctive que manger et boire. Et on navigue de cette manière-là, on ne navigue plus dans le raisonnement, on navigue dans la nécessité de faire les choses. C'est pas sans réflexion. On a droit de s'interroger sur ce que l'on désire manger, par exemple. On a besoin de manger, on a une nécessité. On va ne pas utiliser le mot pour pas le confondre, mais on a une nécessité ici de se nourrir. Si on ne se nourrit pas, eh bien, effectivement, on va avoir ici un problème avec le corps. Le corps ne peut pas rester sans énergie, sans carburant. Donc pour ça, il faut se nourrir. Mais on peut choisir ce que l'on ingère, en fait. On peut définir ce que l'on consomme. C'est la même chose avec la vie. C'est-à-dire qu'on peut instinctivement être plongé dans notre contribution et on peut choisir la forme de la contribution. Et c'est ça la différence aussi entre inventer et créer. On créera la forme, mais l'invention doit être quelque chose ici de bien plus instinctif. Donc, si on différencie angle ici relationnel avec les Gémeaux, mais plus largement angle de division potentielle dans lequel il faut créer une résorption, si c'est ailleurs que dans le Gémeaux, on doit différencier les devoirs et la nécessité. Les endroits où on s'oblige à l'action, où on reste en inaction, et donc potentiellement ce qui nous contraint dans la direction. Parce qu'une fois qu'on est embarqué, on ne fonctionne plus que en je dois, en fait. Et donc ici, je suis régie par quelque chose qui relève de la moralité. Je dois parce que je suis. Et donc, je suis en contrainte d'existence. Si je suis portée par des devoirs, mes réactions, mes décisions, mes compréhensions du monde deviennent binaires. Si en revanche, je libère cet espace, et je vais le libérer un espace à la fois, eh bien, ici, je vais m'autoriser des changements de direction. Je ne vais plus suivre le cours estimé naturel par ma zone cérébrale des choses, dans lequel progressivement se tissent des tensions, parce que c'est pour me plonger dans cette version-là de la réalité que j'ai construite. Donc, plus j'y accorde de l'importance, plus je me lie, je me relie ici à cette existence dans cette forme, et moins je suis dans ma volonté, dans le sens cœur, ce qui m'appartient. Ce ne sont plus des devoirs individuels, c'est la responsabilité propre, en fait. Et ça, c'est extrêmement différent. Je ne dois pas faire les choses ici parce qu'on me les impose ou que je me les impose. Je les fais parce que j'ai conscience que j'ai la responsabilité de ma vie, de mon corps, de
tout ce qui va avec, c'est-à-dire y compris évidemment ici ma façon de penser, d'agir, de parler, de communiquer. À chaque fois que je retiens mes mots, à chaque fois ici que je m'empêche de faire quelque chose, je vais souvent utiliser le prétexte de faire quelque chose qui correspond à ce que l'on attend de moi, ou ce que j'attends de moi-même en fait, peu importe. Mais ici, c'est moi qui exerce une forme de contrainte sur mon être. Personne ne me le demande. Lorsque les autres me le demandent, je joue un jeu. En fait, je leur laisse la possibilité de me le dire. Mais c'est moi qui choisis ici d'écouter. Il n'y a pas d'obligation autre que celle, évidemment, ici que je m'impose. Et donc, c'est de cette manière-là, bien sûr, que l'on crée des conditions de jeu, des cadres, et tout ne s'opère dans le fond qu'en fonction de nos choix. Donc, on aura la prochaine pleine lune ici qui sera en Cancer. C'est le fait de consciemment opérer les choix. Et ici, on trouve la recette de ce qui alimente les choix. Donc, la maison 4 n'est qu'une conséquence de ce qui se produit et de ce que l'on valide ici en maison 3. Donc, j'expérimente de façon très brute et très primaire en maison 1. La tête émerge, je m'individualise. En maison 2, effectivement, je définis ce qui m'unit et me réunit avec le monde. Et en maison 3, je verrouille. Si je prends conscience de ce que je verrouille, alors en maison 4, je détache. Et je libère ma place, maison 10. Donc vous comprenez à quel point, évidemment, ici, ce point de bascule est extrêmement clé, mais nécessite aussi une profondeur du raisonnement. Un raisonnement neutre, un raisonnement qui se situe à mi-point entre certitude et croyance. Et vous allez avoir ici dans quelques jours une deuxième vidéo le dimanche pour creuser justement ici ces leviers. Et puis ensuite vous disposerez de tout un temps jusqu'au solstice pour reconsidérer l'ensemble de ces informations, y compris ce que vous allez collecter au cours de cette méditation. Donc laissez venir à vous peut-être la zone qui peut être prise en charge dès maintenant. La réflexion, si vous avez quelque chose dans lequel il y a une profonde interrogation sur cette fin d'année ou au moment où vous réutiliserez l'outil, travaillez à partir de ça, dans la méditation. Ça peut être adressé dans une dynamique en particulier, une personne, le rapport à vous-même, un projet qui vous tient ici, j'allais dire par facilité tenir à cœur, mais en général qui tient à la tête, et il n'y a rien qui tient aussi fort au cœur. Parce que l'amour ne nous fait pas douter de notre valeur, donc là où se trouve justement ce doute par rapport à votre valeur ou par rapport ici à ces décisions, mais adressez aussi le rapport à vos devoirs. Vous pouvez ici utiliser cette méditation pour sentir à quel point ces devoirs vous accablent. Sentez les fardeaux que cela représente. La maturité vient avec ce genre de considération. On ne peut plus regarder le monde de la même façon lorsque l'on a compris comment il fonctionnait. Et lorsque l'on comprend que finalement toutes ces conditions et ces cadres de jeu que l'on se crée soi-même, on n'en voit que l'effet amplifié ici autour de nous. Et donc, on change complètement notre vision du monde, on change de fait mécaniquement notre vision ici des interactions. Et c'est de cette manière-là en fait qu'on se rassemble. Donc cette pleine lune, ce qu'elle nous pousse ici à faire, c'est se rassembler avec soi pour ensuite pouvoir orienter notre partage à partir de ce soi qui réémerge au cours de ce rassemblement très intérieur. Donc, puissiez-vous évidemment ici être nombreux à rassembler quelque chose pour pouvoir ensuite le laisser émerger. Il n'y a pas de conditions autres que celles que vous vous imposez, donc libérez-vous aussi des conditions et des obligations de résultat, parce qu'il n'y a pas de devoir ici dans le sens du résultat. Il n'y a que ce que l'on s'impose. Ce n'est pas une nécessité ici que de réussir. Par contre, on peut ressentir la nécessité d'être dans son alignement et de vivre une vie évidemment ici dirigée par l'instinct, par le cœur, dans laquelle une autre façon de voir s'écouler le temps peut prendre place. Mais il n'y a pas d'urgence en fait. Le cœur est extrêmement patient. Le temps n'existe pas, il est serein le cœur. Okay. Donc
au passage travailler cet angle qu'est la sérénité, puisque lorsque l'on se fixe un objectif, on se fixe un devoir. Lorsqu'effectivement on se plonge dans la nécessité, en dehors du fait d'acquérir la sérénité, pour que ça puisse être une forme utilisable pour rester centré et bien présent dans son cœur, il n'y a rien d'autre ici qui vient appuyer cette nécessité dans cet angle-là. Donc, sérénité est la clé pour que la distinction ensuite ici puisse s'opérer de la manière la plus juste lorsque finalement ici les chemins seront prêts à s'ouvrir. Voilà pour ce message. Eh bien écoutez, je vous laisse ici avec la fin de la séance. N'oubliez pas évidemment de prendre vos notes autour de ça pour ce passage important avant de pouvoir vous plonger dans toute la rétrospective, bien sûr, ici de cette année que l'on termine ensemble et qui nous conduira aux portes du solstice dans une quinzaine de jours maintenant.
Thank